Aujourd'hui, le squad, on va parler ballon ovale et plus particulièrement de skills au rugby. Qui mieux que Hugo Scaloni de Rugby Physio pour nous en apprendre davantage à ce sujet? Car oui, ne te méprends pas avec son nom Instagram. Bien qu'il soit kiné et préparateur physique, il accompagne plus particulièrement les rugbyman dans leur jeu technique. Hugo, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Eh bien, écoute, merci Maxence de cette belle présentation. Je m'appelle Hugo Scaloni. Tu l'as dit, je suis kiné et prépa. Ancien joueur de rugby, là, j'ai arrêté à haut niveau, entre guillemets, il n'y a pas très longtemps. Parcours rugbyman, puis j'ai greffé la kiné à ça en même temps que j'étais à la centre de formation. Et j'ai eu une double activité joueur de rugby et kiné. Et ensuite de ça, je suis parti un peu à l'étranger. J'ai fait mes équivalences pour être prépa physique parce que je me rapprochais en tant que kiné de plus en plus de la réathlétisation et de cette phase où la kiné et la prépa physique se mélangent un petit peu. Donc voilà, je me suis beaucoup formé, surtout à l'étranger, sur la prépa physique pour ajouter cette casquette qui était, je trouve, complémentaire. Et puis là, au fil des années, je me suis un peu orienté vers justement la technique individuelle, vraiment l'entraînement spécifique, rugby. Tout ça, c'est des casquettes différentes, mais je trouve que ça se rejoint parce que c'est qu'un ensemble qui se complète bien. Et voilà, je suis passé en Nouvelle-Zélande, au Fidji, j'ai travaillé et je suis revenu dans le sud-ouest où j'ai joué en anglais la saison dernière. Et là, je suis revenu dans ma région d'origine en Alsace où je suis basé maintenant. On voit qu'effectivement, tu as un gros background dans le rugby. Ce que je trouve super intéressant, c'est que tu es parti à l'étranger et que tu as vu plein de choses qui se font différemment de ce qu'on peut faire en France. On va bien évidemment en parler. Finalement, tu as plein de compétences qui ont été acquises, mais parce que tu as rencontré certaines choses qui peuvent se faire dans le rugby et notamment dans le rugby de manière mondiale. Ouais, ouais, bah c'est ça. Après, il n'y avait pas une volonté au départ de dire, OK, je veux être kiné, prépa, entraîneur, match. Non, il faut pas le préparer comme ça parce que ça marche pas, parce que tu peux pas être expert en tout. Mhm. Et d'ailleurs, moi, quand je faisais de la kiné, je faisais que de la kiné. Quand je me suis déplacé sur la prépa physique, j'ai arrêté la kiné pour faire que de la prépa physique. Et là, maintenant que je fais de l'entraînement, je fais que de l'entraînement. Et quand on me Ok. demande des programmes de pré-saison, quand on me demande des soins pour l'épaule, etc., bah, je dis non, parce que tu peux pas te mettre ton focus à 100% sur tout. Donc, tu vois, moi, on me présente souvent comme plein de casquettes, mais je ne suis pas un partisan de plein de casquettes différentes, parce que très souvent, comment dire, si tu as beaucoup de spécialisation, bah, tu es souvent moyen un peu partout. Je préfère être Ok. très bon dans un domaine. Et après, en fait, oui, c'est des événements de vie qui ont fait que si je suis parti en Nouvelle-Zélande, c'est parce que mon club en France a coulé. Et du coup, voilà, j'y suis allé pour jouer. Je me suis fait les croisés. Et finalement, j'ai pas pu jouer. Donc, j'ai une opportunité d'intégrer un staff de prépa là-bas. Enfin, voilà, ça s'est un peu goupillé comme ça. Faut se laisser vivre. Faut vivre son expérience. Et après, par contre, oui, si tu t'engages dans un truc où tu dis, OK, là, je mets un peu ça de côté et je vais là-dessus, je me forme à fond pour être légitime parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des casquettes sur la tête assez rapidement, malheureusement. Donc, si je comprends bien, au cours de ta carrière, tu as eu un rôle de joueur, mais que tu as aussi breaké avec d'autres activités comme la kiné Ouais, 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 au c'est sein de ça, c'est l'équipe. ça. Ouais, c'est ça. Si tu veux, par exemple, à l'époque où il y avait un gros club de rugby à Strasbourg, j'étais joueur dans l'effectif pro et en même temps, j'étais kiné du centre de formation dans le même club. Après, je t'avoue que si c'était à refaire, je ne le referais pas parce que c'est compliqué d'être à la fois joueur, à la fois kiné et on se retrouve un peu dans des quiproquos où c'est compliqué d'être proche du staff parce que tu es un membre du staff quand même et puis en même temps, tu es proche des joueurs parce que tu es un joueur. Enfin, voilà, je le conseillerais pas, mais c'était très, très formateur. Et après, en fait, ça a souvent allé l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'après, bah, je me suis fait les croisés. Donc, pendant un an, je pouvais pas jouer. Donc là, j'ai eu cette opportunité en Nouvelle-Zélande d'intégrer le staff. Donc là, bon, je jouais pas. Et après, quand je suis revenu dans le sud-ouest, tu vois, il y a eu le rugby, où là, c'était pas pro, c'était semi-pro. Et du coup, il fallait que je comble ça. Et du coup, par exemple, je travaillais au CERF de Cap-Breton, pour la physique. Donc oui, disons qu'au mieux, essayer de cumuler toutes ces parties. Si tu n'avais pas eu cette blessure au ligament croisé en Nouvelle-Zélande, peut-être que tu n'aurais pas eu cette opportunité de travailler dans leur staff. C'est sûr. Ok. C'est sûr, à 100%. Je me suis retrouvé là-bas. J'ai tout sacrifié pour faire la prépa, arriver prêt pour jouer en club rugby et pourquoi pas avoir une sélection en province. Là-bas, c'est que des sélections régionales, puis départementales, etc., puis nationales. Et je me suis retrouvé un peu comme un con, quoi, parce que je me suis fait les croisés. J'étais en plein milieu de l'année, je savais pas quoi faire. Ma compagne était venue avec moi, elle avait un super boulot. Mais bon, Ok. qu'est-ce qu'on fait? Finalement, je me suis fait opérer sur place. Et par le biais de mon agent, voilà, qui m'a mis quelques contacts, j'ai postulé. Je commençais à postuler dans des provinces pour le championnat national, si tu veux, le top 14 de là-bas. Et il y a eu une ouverture, quoi, et j'y suis allé. C'était vraiment une pure opportunité, un hasard, quoi.
D'accord, donc c'était dans un autre club en Nouvelle-Zélande, mais pas dans le tien avec lequel tu étais sous contrat. Ah non, moi, je jouais au niveau club rugby, donc c'est le niveau en dessous, Ok. amateur, et j'ai été prépa physique dans une province, dans une des 14 provinces de la Nouvelle-Zélande, où en fait il se joue un championnat national. Et là, je me suis retrouvé là-dedans, dans un staff de 3 prépas, où je m'occupais du return to play, donc de la partie réathlée. Et là, j'ai débarqué dans un monde où même si je me suis rendu compte que je me pensais un bon prépa, je l'étais pas. Clairement, parce qu'ils m'ont demandé des choses hyper poussées au GPS, de tout mettre des datas sur toutes les réathlées, nombre de fois quand tu atteint une vitesse max, nombre de changements de direction, nombre de fois que tu es dans ta zone 60-80. Enfin, voilà, des trucs très très poussés, des programmations, des planifs sur 3-4 mois sur les réhab longues. Et c'était beaucoup de travail, mais c'était hyper formateur. Ok. Pour resituer, c'était à quelle époque ça? Avant le Covid, Ouais, donc c'est pas 2018, c'est d'accord, 2019. c'est pas non plus si vieux que ça. Ouais, ça a 4-5 ans. Après, si on regarde le verre à moitié plein, on peut se dire que ça a été une bonne chose, entre guillemets, que tu aies en fait eu cette blessure qui t'a ouvert cette opportunité de travailler Ah bah dans c'est ces sûr, clubs-là. c'est sûr. C'est Ouais, sûr. Après, comme tout dans la vie, hein, soit tu vois les choses comme une fatalité et quelque chose qui est terrible qui tombe sur la tête, soit tu te dis que c'est le destin et puis que s'il y a ça qui te pousse vers d'un côté, bon bah ça te pousse de l'autre. Enfin nous dans le rugby, la plupart des joueurs qui ont explosé, très souvent ils ont explosé après une rupture des ligaments croisés. Hein, parce d'accord. il y en a beaucoup qui pensent que c'est la fin, une terrible pause dans ma carrière. Bon, je pense à, j'en sais rien, bon, Antoine Dupont, tu vois, il s'est fait les croisés. Il était plus jeune, il a vraiment explosé après ses ligaments croisés parce que tout d'un coup, il a eu une fenêtre de 9 mois où, d'accord, pendant 3 mois, c'est que de la réhab chiante. Mais par contre, après, pendant 6 mois, il a pu travailler sur son jeu, travailler sur son physique. Je pense à Johan Huget, je pense à Benjamin. Il y en a eu plein, plein, plein. Des mecs qui, d'une blessure, qui leur ont mis un stop pendant longtemps. Soit tu vois ça comme un truc qui te met en dépression pendant 9 mois, soit tu dis bah, c'est justement le moment pour bosser sur ce que j'ai pas le temps de bosser en saison régulière avec les matchs qui s'enchaînent, etc. Ah, j'adore ton message. Je trouve que c'est un message qui donne beaucoup d'espoir. Et puis, c'est pas forcément évident, effectivement, quand on a une telle blessure, parce qu'on sait que on part pour un certain temps. Mais tu vois, j'étais en podcast avec la Erwan Lecor il y a peu de temps, et on parlait Ouais, justement de ça, très bon, que Erwan. ouais, on a fait un super podcast avec qui, en fait, on a dit, dans ce cas-là, et j'ai envie de dire dans n'importe quel cas de blessure, hein, mais surtout quand c'est des longues blessures, c'est important aussi de mettre des mini-objectifs et de savoir, voilà, on a parlé notamment des critères, etc. Mais je trouve intéressant de dire, bah, finalement, pendant la saison, quand tu es sain et que tu joues, il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas travailler. Et Bien c'est sûr. peut-être une opportunité, peut-être reculer pour mieux avancer derrière. Ouais. Complètement, complètement. Et tu parlais de mini-objectifs qu'on a l'habitude de faire en termes de rééducation. Et ensuite, après, en termes de préparation physique, on dit voilà, on va essayer de te récupérer cette force max, on va essayer de te récupérer cette stat, cette vitesse, voilà, cette amplitude. Mais je pense qu'il faut aussi le faire au niveau du sport. Donc, si tu es un footballeur, OK, comment tu étais avant ta blessure? Quelles étaient tes caractéristiques? Ce sur quoi tu aimerais bien progresser entre là maintenant et là dans 9 mois? Et se mettre aussi ces objectifs purement techniques sur le plan du terrain pour essayer de progresser là-dessus. Parce que ça, c'est ça qui va vraiment stimuler ton joueur plus que retrouver son amplitude totale. Exactement. Avant qu'on parle du vif du sujet sur tes compétences vraiment actuelles et ce que tu fais actuellement sur les skills, j'aimerais revenir sur cette expérience que tu as eue en prépa en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui explique la différence que tu as pu voir entre la prépa physique en Nouvelle-Zélande et celle que tu as pu connaître en France? Et quels sont les aspects où véritablement pour toi il y a eu cette différence? Alors, la prépa physique, ils n'ont rien inventé du tout. Je veux dire, à un moment donné, c'est les mêmes exercices, hein, c'est du basique, bien fait, de la force, de la puissance de l'expo, de l'hypertro, en fonction des besoins des joueurs. En Mhm. saison, bah, pas grand-chose, c'est du maintien. Tu as beaucoup de dérivés du squat, de dérivés du hinge, un push-pull. Rien de fou, même la planif, c'est une planif ondulatoire, mais plutôt classique dans ce que tu peux retrouver au niveau des prépas physiques. Je dirais que la différence, elle se faisait sur le fait que tout était axé rugby, pas dans le sens, il cherchait des exercices spécifiques au rugby, mais dans le sens de dire, notre prépa physique, il faut à chaque fois qu'elle réponde à un objectif sur le terrain ou un objectif du match de cette semaine ou du match dans 3 semaines ou des phases finales. En France, j'ai trouvé dans des clubs, surtout vu que c'est des staffs, tu as un staff de prépa physique très figé, un staff de kiné très figé, un staff plutôt technique, et que du coup, chacun essaye de mettre le plus de prépa physique, le plus de réhab, le plus de technique. Eux, ils avaient vraiment une ouverture d'esprit à dire
OK, s'il faut que mes 2 prochaines séances de prépa physique, elles sautent, parce que là, ce qui est important, c'est le terrain, on saute. S'il faut couper notre séance de muscu pour y mettre des exercices de skill, de passe en plein milieu, parce que c'est là-dessus qu'on veut bosser, on le fait. Une espèce d'adaptation continue à ce qui est le plus important, le terrain de rugby. Et ça, franchement, c'était le jour et la nuit. Génial. Ouais, en fait, il y avait une certaine synergie qui était toujours Complètement. dans l'objectif de performance et de quoi on a besoin pour cette performance à l'instant T ou en tout cas sur nos mésocycles, etc. Et au Mm. final, ouais, ça a vachement de sens. Du coup, en termes de pré-saison, est-ce qu'il y avait une Mm. différence entre la France, la Nouvelle-Zélande ou même les Fidji? Je sais que tu as aussi joué en Ouais, Fidji, au Fidji. ouais, Est-ce ouais. qu'il y a des différences en termes de nombre de semaines? C'est très différent parce qu'en fait, c'est que des championnats sur des demi-années. C'est-à-dire Ouais, que tu as ton championnat de club qui se joue sur les 6 premiers mois de l'année. ouais, c'est Et ce qui me ensuite, semblait. ton championnat de province, donc la grande région, qui se joue sur les 6 derniers mois. Et ensuite, sur les 6 mois d'après, sur les 6 premiers mois de l'année suivante, se joue ton championnat des franchises, où là, c'est Nouvelle-Zélande, Australie, sur plusieurs continents, avec des grosses franchises. Et donc, en Ok. fait, c'est à chaque fois, des blocs très denses. Tu as une pré-saison de, allez, un mois en général. C'est pas énorme, hein. 4, 5 semaines max, avec enchaînement de compétition non-stop pendant 4 mois, puis un mois de coupure, un mois de pré-saison, 4 mois de saison hyper dense, et là c'est match toutes les semaines, hein. C'est pas 3 semaines un match, une semaine de récup. Et puis ça fait qu'en plus tu dois gérer des gens qui étaient dans leur province, qui montent dans leur franchise, ou alors des gens de leur province qui redescendent en club, ou des gens qui étaient en All Black qui redescendent en franchise. Donc c'est que des prépas un peu individualisés, parce qu'il y a des mecs qui ont fait 6 semaines de prépa, il y en a d'autres qui en Mhm. ont que 2. Donc c'est un peu du bidouillage, franchement, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est que mon avis, hein. Il y a beaucoup de temps perdu dans cette pré-saison et que là, tu étais obligé d'aller au but sans vouloir faire des trucs sur 4 semaines, des trucs qu'on prépare doucement, machin. Souvent, je trouve qu'il y a pas mal de temps perdu en France là-dessus sur cette pré-saison. Je vois. Là, on parle de rugby à 15. Ouais. Ok. Et est-ce que c'est... alors voilà, je suis assez novice dans ce Ouais, domaine-là, t'inquiète, t'inquiète. mais est-ce que en France, finalement, c'est pas un peu ce qu'on peut retrouver au rugby à 7? Un petit peu si, avec des pré-saisons assez courtes et un petit peu. Alors en France, c'est différent parce que la saison à 7 elle vient vraiment quand la saison à 15 se termine. Et donc souvent, c'est vrai qu'ils ont peu de temps pour faire des grosses pré-saisons. Donc ouais, c'est assez similaire. On peut retrouver. Donc aujourd'hui, tu accompagnes les rugbyman principalement dans l'amélioration de leurs skills techniques. Finalement, Hmm. comment tu es devenu un expert dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que tu es un autodidacte? Il y a des formations déjà pour entraîner de base que je suis en train de passer parce que je ne les ai pas encore et qu'à un moment donné, il faut avoir son. Enfin, j'ai ma carte d'éducateur sportif, je peux accompagner. Mais à Bien un moment sûr. donné, tu as des formations par la Fédé, par les trucs Ok. pour être entraîneur. Le BEGEPS, le DEGEPS, le DES, il y a plein de choses. Donc ça, c'est une base purement théorique. Maintenant, Mhm. comment tu te spécialises là-dedans? Alors oui, il y a un côté, par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui faisaient des choses que d'autres ne faisaient pas, donc ça m'a beaucoup formé. Ensuite, il y a le fait d'être. Nous, on a eu la chance dans notre province en Nouvelle-Zélande, c'est que le prépa qui s'occupait des skills, l'entraîneur pardon, qui s'occupait des skills, il a été recruté par la Nouvelle-Zélande, les moins de 20. Et du coup, il est parti en cours de saison. Et du coup, avec mon collègue, l'autre prépa physique, on a récupéré, en plus du return to play, les skills. Parce D'accord. qu'en gros, ils ont vraiment une partie dans leur entraînement qui n'est pas l'entraînement commun, qui vient se rajouter en plus, qui est juste les skills. Et du coup, on a animé ces ateliers et c'était génial parce que tout d'un coup, tu te retrouves à. Bon, toi, si tu as une audience de footballeurs, ça, ils vont peut-être pas connaître, mais Pas des mecs comme particulièrement. Alors, pas forcément sur le podcast, pas particulièrement. Vraiment Ah pas. bah voilà, Donc, bah tu vois, tu avais des mecs comme Brad Weber, le numéro 9 des Blacks, Brody Retallick, le deuxième ligne qui était là, on faisait des skills avec eux. Donc tu voyais ce qu'ils travaillaient avec les Blacks, tu voyais ce qu'ils. Voilà, et tu leur proposais des choses et ça matchait bien. Et du coup, tu apprends comme ça. À un moment donné, le meilleur apprentissage, il est sur le terrain. À force de proposer des choses et de voir que ça fonctionne, qu'il y a un retour, un impact positif sur le terrain. Bon bah voilà, tu aides un mec qui joue en sixième division, bon bah il progresse, un mec qui joue en cinquième, en quatrième, bah il progresse, et puis en troisième, en deuxième. Donc tu dis que finalement ce que tu fais que c'est pas trop mal, et puis voilà, donc après est venue la décision de commencer à le partager ouais. un peu à tout le monde, et puis du coup dans mon club là, à Strasbourg, c'est ce que je fais 2 fois par semaine, j'interviens sur les skills, et voilà, ça me permet de partager un peu mon travail et ma vision des choses. Finalement, c'est quelque chose, si j'ai bien compris, que tu as rencontré en Océanie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve plus particulièrement à la base dans ces clubs-là et qu'on retrouverait potentiellement moins en France?
Ouais, complètement, complètement. Alors de base, tu vois, c'est pour ça que j'étais à moitié coupé, c'est parce que moi, tu vois, j'ai jamais été quelqu'un de très doué. Donc, à un moment donné, pour pouvoir jouer à haut niveau, il a fallu bosser et bosser et bosser et se poser des questions et voir comment on pouvait aller s'améliorer et comment mon tir au but, j'allais pouvoir l'améliorer, comment ma passe. Alors après, tu as le talent ou tu l'as pas. Moi, j'en avais pas particulièrement. C'est pour ça que, bon, ben voilà, à un moment donné, tu es limité. Mais n'empêche que de passer ces heures-là à étudier chaque buteur, à étudier chaque passeur, à rentrer dans le détail, voilà. J'avais déjà une base qui m'animait vraiment et qui me passionnait complètement. Et en fait, si tu veux, après en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré une culture qui répondait complètement à ça. C'est-à-dire que les mecs étaient un exemple qui pourrait te parler. Qu'est-ce que je pourrais dire? On travaillait par exemple la passe. Tu vois. Donc la passe, tu as une partie où tu vas réceptionner la balle, où tu vas faire tout ce que tu veux faire et ensuite faire ta passe. Et eux, ils étaient capables de bosser la partie réception du ballon, la partie catch, et juste ça pendant 45 minutes. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui te faisait une passe, toi, tu catchais ton ballon et ensuite tu le posais par terre. Et tu recommençais. Et tu faisais ça des centaines et des centaines et des centaines de fois. Et là, on analysait. OK, quelle est la position de mes mains? Quelle est la position de mes doigts? Est-ce que mon inclinaison du poignet ne devrait pas être un peu plus comme ça? Est-ce que je n'ai pas de meilleure sensation si je tourne un peu plus les épaules? Et là, tu rentrais dans le micro-détail de ce qu'est ta réception de passe. Et là, en fait, tu progressais parce que là, tu ne bossais pas dans le vide. Tu vois, il y avait une intention derrière, il y avait un objectif. Et ça, c'était incroyable. Tu ressors de là, tu as appris plus de choses que sur les 10 milliers de passes que tu as fait sur les 2 dernières années. Et en France, on a cette culture de dire, si tu veux devenir un meilleur buteur, bah, va buter. On m'a très bien. Bah, c'est ce que j'ai fait. Je butais de 8h à 16h non-stop tous les jours. Et ben, à un moment donné, tu répètes 10 millions de fois une frappe. Si c'est une mauvaise frappe, ça va rester une mauvaise frappe. Tu vois, donc à un moment donné, il te faut un apport de dire, OK, qu'est-ce qu'il va falloir, quel est le détail qui te manque, quelle est la marche qui va t'aider. Et tu vois, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, le mec, en un conseil, l'entraîneur des skills, m'a dit, bah, tiens, essaye de faire ça. Poum, il m'a débloqué un truc que j'avais bloqué depuis 3 ans. Et là, tu dis, ah oui, non, mais attends, il manque quelque chose en fait. Il manque de se poser un peu et de dire, on va pas faire de la répétition et de la répétition et ça va venir comme ça, comme par magie. On va décrypter le truc, le rendre, ce qu'ils appellent des micro-skills. En fait, ils découpent un skills en plein de micro-étapes et aller là-dedans, plonger là-dedans. C'est un espèce de laboratoire qui est génial. Et ensuite, et tu vois les progrès, quoi. C'est criant. Ouais, en fait, il y a une analyse vraiment précise sur le geste et ensuite, il est décortiqué sur tout ça. Finalement, Exactement. est-ce que c'est pas un peu ça ce que tu apporterais en plus d'un coach général de par, voilà, à la base, tu es physio, tu es kiné. Est-ce que justement, ton œil un peu biomécanique n'est pas quelque part un plus pour toi? Si, si, complètement, oui. À force de voir le corps bouger, tu comprends les articulations, tu comprends la bioméca, comme tu dis. Oui, bien entendu. Et après, tu es capable en prépa physique de le gérer un peu, de le planifier correctement. Mais ça n'enlève rien qu'à un moment donné, c'est de la technique pure et que tu as beau être kiné prépa, l'entraînement, ça ne s'invente pas. Mais oui, c'est clair qu'une fois que tu as compris ça, elle est là la différence. Parce que un mec que je vais aider au tir au but, je prétends pas du tout savoir. Par contre, on va prendre la vidéo de son tir au but, on va la décrypter sous tous les angles à la microseconde. On va voir les différences qu'il y a entre chaque frappe, les différences, les erreurs communes ou même les similarités qu'il y a pour garder le meilleur, peut-être changer l'autre. Mais on va rentrer vraiment dans ce détail et ça, tu peux pas le faire en ayant un truc de groupe, là, un programme de 6 semaines. Voilà, à un moment donné, il faut un suivi vraiment très précis, très individualisé, où on va pouvoir rentrer profondément dans le détail de chaque skill. Ouais, justement, en consultant un peu ce que tu faisais sur les réseaux, à un moment donné, tu as parlé des 3 étapes de la frappe dans le rugby qui doivent être fluides, comme tu l'as dit. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le football et finalement un Ouais, bien peu sûr. tous les sports, même de lancer, où selon moi, la logique peut paraître être la même. Est-ce que déjà Mm. tu peux recontextualiser ces 3 étapes et expliquer en quoi c'est un facteur de réussite dans un geste technique? Alors, si tu veux, ton tir au but, mon classique, c'est le mec qui va buter entre les poteaux. Il va prendre son élan. Et à partir du moment où il part jusqu'au moment où il va frapper sa balle, c'est ce que j'appelle l'avant-frappe. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est ta routine? Quels sont tes pas d'approche? Où est-ce que ton pied d'appui se pose? Au moment où tu poses ton pied d'appui, qu'est-ce qui se passe? Ta posture, ta position de corps. Voilà, ça, c'est toute la partie avant-frappe. Ensuite, tu as la partie de la frappe en elle-même. Donc là, au moment où tu vas frapper ton ballon, si on fait pause au moment où tu mets le contact, ton pied en contact avec le ballon, qu'est-ce qui se passe? Pareil, quelle est ta posture, ta position, ton regard? Et on évalue juste ce moment-là d'une demi-seconde où tu vas vraiment frapper la balle. Est-ce que tout d'un coup, ton buste s'écrase? Est-ce que voilà, il y a plein, un peu comme un kilogramme, tu vois, je sais pas si tu vois en Oui, sprint, bien sûr, où tu vas bien mettre à un moment sûr. donné un pause et puis tu vas valider, ah, voilà, point, 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 point. Bon, bah voilà, force est de constater, si à chaque fois il y a ces 3 points-là qui ressortent, il y a peut-être un problème. Ça, c'est la frappe en elle-même. Et après, l'après-frappe, c'est une fois que tu as frappé la balle,
où est-ce que ta jambe de frappe elle va, où est-ce que ton corps y va, où est-ce que ton regard y va, où est-ce que ton pied d'appui, ta jambe droite là, elle va, où est-ce que ce que j'appelle le pilier, c'est toute la partie qui s'appuie depuis la jambe d'appui. Imaginons que tu as un frappeur qui est droitier, sa jambe Mhm. d'appui c'est la gauche, avec toute Mhm. sa partie gauche du but, c'est son épaule gauche, c'est le pilier si tu veux. Où est-ce que va ton pilier? Tu as ces trois phrases qui sont bien sûr en continu dans le vrai mouvement. Ça permet d'analyser, en fait, de séparer un petit peu pour travailler à la fois l'avant-frappe, la frappe et l'après-frappe. Et tu te rends compte que souvent, il y a des problèmes, soit chez un buteur, sur l'après-frappe, soit un autre, c'est vraiment l'avant-frappe qui déconne, soit un autre, on va pouvoir plutôt passer du temps sur la frappe en elle-même. Après, pour comparer ça au foot, alors c'est des frappes très différentes parce que Bien le sûr. footballeur, il a une frappe arrêtée, tu vois, où justement, cette phase d'après-frappe, elle est complètement différente. Mm, mm, Moi, je vais mm. demander à mes joueurs d'aller vers les poteaux. Vous avez beaucoup d'effets dans les ballons, donc ça, vous ne pouvez pas vous le permettre. Donc, Mais il y a l'après-frappe quand est même différente. aussi dans le geste de la passe, notamment, Hmm. le fait Ouais. de quand même de traverser le ballon avec, Ouais, complètement. et de pas en fait arrêter son pied juste au moment où il y a Ouais, ouais, le pied qui carrément, touche le carrément. ballon, quoi. Tout à fait. Mais c'est pour ça que ces phases d'avant-frappe et de frappe, elles sont fixes et communes pour quasiment tous les sports de ballon. Le rugbyman, quand il vient te consulter, il vient pour que tu Ouais. optimises sa frappe à la base, j'imagine, pour qu'il soit plus Oui, performant et qu'il bien sûr. réussisse mieux ce geste technique. Est-ce que toi, tu le vois pas aussi comme la manière de diminuer le risque que ce défaut technique ne pourrait pas être pourvoyeur de blessures? Alors, tu rentres sur un terrain glissant. Je fais Est-ce qu'on exprès. peut être, est-ce qu'on peut être prédicteur de blessures? Je me risquerais pas à dire que, ah tiens, tu frappes comme ça veut dire que tu vas te faire une pubalgie. Je me Oui, risquerais pas parce qu'on a tellement vu de joueurs qui avaient une technique horrible, qui tapaient que avec les adducteurs et qui n'ont jamais rien fait. Et des mecs, au contraire, avec une technique parfaite, une posture nickel et qui ont fait des pubalgies à répétition. Donc, je crois qu'il ne faut pas chercher de lien à dire, bon, si tu as ça, il y a ça. Par contre, à l'inverse, tu as beaucoup de joueurs qui arrivent et qui me disent, bon, voilà, je suis pas mal, j'aimerais augmenter. Par contre, à chaque fois, à chaque fin de grosse séance, j'ai mal aux adducteurs, quoi. J'ai mal, voilà, alors c'est dur à gérer. Et là, on prend le chemin inverse, on dit, voilà, donc tu as mal aux adducteurs. Il se trouve que quand on fait pause sur ton jeu au pied, on voit que tu frappes full adducteur, tu frappes pas du tout avec le quadrique, tu frappes pas du tout avec le psoas, tu n'engages pas du tout tes abdominaux. Et on se rend compte que, tiens, peut-être que là, si on part de la blessure, on va dire modifie peut-être un petit peu ta technique, même si tu vas galérer sur les 2 prochains mois parce que tout changement de technique va influer négativement sur la performance. Mais par contre, tu auras moins de sollicitations sur les exercices, donc ton problème de pubalgie il va logiquement aussi se diminuer. Prendre le problème à l'inverse, oui. Aller dire à un mec change de technique parce que tu vas sûrement faire une pubalgie, non. ok, ouais, on est bien d'accord. C'est aussi pour ça que je te posais cette question. Donc, si je comprends bien, et pour savoir si on est un peu sur la même longueur d'onde, si il y a gêne slash douleur, que là, tu vas le voir différemment. Alors que s'il n'y a pas Ouais, de problème, c'est ça. tu vas pas penser forcément dans un but de diminuer le risque. Finalement, Tout c'est à un peu fait. ce qu'on peut retrouver dans tout ce qui va être technique de course, chez les runners, les trailers, etc., où Complètement. on avait une vision il y a encore quelques années de il faut modifier la course parce qu'il a une course qui, selon les études, est pourvoyeuse de blessures, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à se dire si tu n'as pas de blessure, bah, on ne change rien finalement. Ouais, ouais, complètement. Après, moi, j'ai été le premier à le faire, hein. Au début, tu sortais du diplôme, tu voulais que tout le monde soit parfait, tout le monde rentre dans des Exact. cases, tout le monde tout Ouais, ça. ouais. Tu te rends compte que finalement, entre la réalité de ce qui arrive réellement, tu te rends compte qu'en termes de prédiction de blessure, celui qui dit fais ces 3 exercices et puis tu n'auras jamais de lésion des disques jambiers, bah, ça, un bon courage, mon grand, pour prouver ça derrière, quoi. Exactement. En tout cas, je fais une petite parenthèse. Tu as parlé du kinogramme, c'est notamment Altis qui propose ça. Et pour tous les amoureux de biomécanique et du sprint, je pense que ça peut être intéressant que vous ayez consulté tout ça. Une référence. Exactement. Quand on voit ce que tu partages, quand on voit un peu ce que tu viens de me dire, on voit que tu mets un gros focus sur le détail. Quel est le processus finalement que tu mets en place pour aider tes rugbyman? Déjà, il faut une base théorique solide. Parce qu'à un moment donné, on a beau faire tout le détail, etc. Si à un moment donné, le mec ne sait pas quel ballon choisir, quel pied choisir, comment prendre ses pas d'élan, quelle cible avoir sur le ballon, quelle cible avoir sur le poteau, à un moment donné, il y a une base qu'il faut avoir. Si tu veux rentrer dans le détail, ça s'adresse quand même à des gens qui sont un petit peu plus initiés au niveau de leur niveau. Donc, déjà, je propose une base théorique que je propose sur mon site où, voilà, si tu veux, le Ok. BABA, il est là en termes de technique, en termes de gestion de l'entraînement, en termes de préparation mentale un petit peu, parce que buter en match, ça n'a rien à voir. Voilà, une fois qu'on a ça de validé, là, on peut aller rentrer vraiment dans le détail technique, dans le micro-détail. Et là, en fait, si tu veux, j'ai besoin moi de vidéos, 2, 3 vidéos du tir au but,
qu'on va analyser avec le joueur, parce qu'il faut toujours que ça soit corrélé à son ressenti. Et en fait, on part de là, on part de sa vidéo, si c'est un suivi à distance, si c'est un suivi en présentiel, c'est plus simple, mais on part de son skills en vidéo, et on parle aussi de surtout ses problématiques. Genre, moi, je galère, je ne sais pas pourquoi, toutes mes pénalités, quand elles sont à gauche du terrain, je passe rien. Alors qu'au centre et à droite du terrain, je passe tout, à gauche, voilà. Et là, tu te rends compte que c'est un truc que tu ne vois pas en vidéo, que tu ne vois pas en présentiel. À un moment donné, il faut répondre à son problème. Pourquoi lui, côté gauche, il galère? Et on essaie de Ok. corréler ça avec l'analyse vidéo de son truc. Et les deux ensemble, on essaie de se trouver un programme d'entraînement sur les 4, 5, 6 prochaines semaines qui va pouvoir peut-être répondre à ça. On voit justement dans ce que tu partages que justement tu parlais de ces différentes étapes dans la frappe. Tu vas lui faire, par exemple, faire sa prise d'élan plusieurs fois et voir où est-ce qu'il va atterrir, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais C'est ça. et voir qu'au final, à chaque fois, il y a quelques centimètres. Et dans une vidéo, tu montres qu'il y a un delta de, je crois, 30 ou 40 centimètres de rayon, qui est quand même assez conséquent. Il faut qu'à un moment donné, tu aies une reproductibilité dans ton geste si tu veux performer. Ouais, bah c'est ça. Les mecs, en fait, posent leur ballon, font 4 pas en arrière, 3 pas sur le côté, ils arrivent à un point, ils partent et ils frappent. En fait, ils ne se rendent pas compte que leurs pas en arrière et leurs pas sur le côté, une fois sur deux, c'est pas les mêmes. Un coup, le mec, il a 1 mètre, un coup, le mec, il a 1,10 m, il part sur le côté, il fait 1,20 m, et puis après, il fait 1,22 m. Et en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois, c'est ça, il y a 15, 20, 30, 40 centimètres de différence en fonction du joueur. Et là, en fait, tu n'as même pas commencé ta frappe, tu n'as même pas commencé à parler d'avant-frappe, de frappe ou d'après-frappe, que tu t'es déjà tiré une balle dans le pied. Et le mec, il dit, ah, je comprends pas, mon pied d'appui, une fois, il arrive hyper proche du ballon, une fois, je suis hyper loin, je suis hyper en retrait, hyper en avant. Bah oui, mais mon grand, tu t'es trompé. Même à ta prise d'élan, c'était fichu. Et alors là, ça, c'est tranquillement à l'entraînement. Je te dis pas après avec le stress d'une fin de match, avec la fatigue d'une fin de match, avec le manque de lucidité parce que tu viens de te prendre un placard, etc. Tu arrives à des Exact. écarts où en fait, tu vois qu'à la vidéo, le mec, il a 50, 60 centimètres de différence. Il a même pas commencé sa frappe, tu vois. Donc ça, c'est des petits Incroyable. détails de rien du tout. Et en plus, qui sont, le mot, je me déconne parce que c'est assez parlant, tu vois, criant pour tout le monde, Mhm. même sur le téléphone. Mais c'est plein de petits détails qui, accumulés les uns après les autres, font que, bah, tiens, je comprends pas ma frappe. Et en fait, avant de parler de détails, d'aller dans l'analyse technique de ta posture au moment de la frappe, déjà, et ta base, ton socle solide, un cadre, et ensuite, on peut discuter. Est-ce que ce que tu proposes à tous tes joueurs, que ce soit en club ou en individuel, est-ce que c'est des choses qu'on retrouve, des coachs spécifiques comme toi, au sein des équipes, notamment professionnelles dans le rugby? J'ai pas été voir chaque structure, comment elle fonctionne, mais oui, très clairement, en top 14 et même en Pro D2, dans les deux premières divisions françaises, là, oui, oui, les mecs sont équipés, ont un coach des skills ou Ok. alors des consultants extérieurs qui viennent ponctuellement. Le manque, il est clairement sur les divisions en dessous, qui n'ont pas les moyens d'avoir un staff de 8 personnes, donc qui ont un entraîneur des avants, un entraîneur des arrières. Enfin voilà, mais le mec n'a pas le temps forcément d'aller prendre un mec et de passer 2 heures avec lui pour étudier Mm. en détail sa frappe. Et pareil, chez les catégories jeunes, même chez les espoirs de bonne formation, souvent il y a laissé un vide. Voilà. Donc, soit tu as la chance d'être dans une équipe de haut niveau, que ce soit en senior ou en espoir, de très haut niveau, qui est très très bien staffé à ce moment-là, qui a accès. Si tu es juste en dessous et que tu as envie d'aller accrocher les équipes au-dessus, bah, très souvent, tu galères tout seul, quoi. Mm, mm. Et c'est pour ça, à la base, que j'ai créé cette page, parce que je voulais aider ces mecs-là qui galèrent, qui ont faim, qui bossent comme des malades, mais qui butent un peu comme j'ai buté, quoi. Ouais, tu as vu qu'il y avait un besoin et c'est parfait. Ouais. Le fait que de base, tu sois kiné, que tu aies eu des compétences en préparation physique, la question que je me pose, c'est est-ce que tu utilises tes compétences de préparateur physique au service des skills? Et si oui, sur quels aspects? Oui, sans que ce soit la priorité. C'est-à-dire que de base, le mec, ce qu'il veut, c'est progresser sur sa passe, son tir au but, son jeu au pied. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de répondre à ça d'abord. Maintenant, c'est vrai que, en termes rien que de planification, de gestion de la charge, il y a plein de choses que moi j'ai fait étant joueur quand je n'étais pas encore prépa. Je faisais n'importe quoi. Des séances déjà rien que l'échauffement qui était mauvais. Ensuite, des séances hyper longues, tu sais, quand même, des frappes, surtout quand tu dépasses 70% d'intensité, c'est quand même une sacrée charge pour tous les muscles autour de la région pubienne. Donc, d'enchaîner 40, 50, 60 frappes à haute intensité sur une séance et puis recommencer le lendemain ou sur le lendemain, tu sais que c'est quand même pas une très bonne idée. Surtout si tu as eu un match le dimanche, que tu rejoues le dimanche. Enfin, voilà, tout ça, ça se prépare, ça se planifie. Donc oui, c'est clair que dans toute la gestion de l'entraînement, ça me sert. Et dans la gestion un petit peu
comment dire, c'est plus de la kiné, mais posturale, peut-être, oui, Ouais. se dire qu'il y a il y a des structures qui sont beaucoup plus sollicitées, sursollicitées que d'autres par rapport à comment tu frappes ta balle ou tu fais ta passe. Ou... Ces deux points me permettent de peaufiner un peu et d'adapter et surtout de voir avec le joueur. Ma problématique, c'est que là, je suis en pré-saison. Bon, bah, c'est bon, on est open, on peut y aller, on peut charger la mule. Là, je suis en pleine saison, j'ai 3 matchs importants sur les 4 prochaines semaines. Ok, alors on va y aller avec parcimonie. On va faire ça à 24-48 heures du match, mais pas avant 24 heures avant le prochain. On va peut-être diminuer cette séance et la séparer en deux. Tu feras peut-être juste après tes entraînements pour pas être en concurrence avec ton entraînement collectif. Oui, ça, bien sûr que ça aide. Ouais, parce que finalement, je me pose la question, est-ce que les clients que tu as ne viennent pas aussi te consulter du fait que tu ne sois pas juste un spécialiste dans les skills, mais aussi parce que tu as développé d'autres compétences qui te permettent peut-être d'avoir un œil plus aiguisé. Voilà, moi, je sais que souvent, on vient me consulter aussi parce que j'ai cette casquette de kiné qui fait que je suis professionnel de santé. Et donc, il y a une confiance qui est acquise peut-être un peu plus rapidement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu Peut-être, ressens. peut-être, oui. J'en ai pas la certitude, mais peut-être, c'est possible, ouais, sûrement. Tout à l'heure, tu parlais du coup de suivi à distance. Tu as une plateforme de suivi en ligne, notamment sur ton site internet que tu as mis en ligne depuis quelques mois. À quoi peuvent s'attendre les rugbymen qui écoutent, qui nous écoutent, et surtout, quelles améliorations peuvent-ils espérer? Alors ouais, j'ai créé le site là, ça m'a pris 2 à quasiment 3 ans de travail. Parce que dès que je me suis lancé, je me suis dit qu'il fallait quelque chose. Donc, comme je l'ai dit avant, tu as vraiment une base théorique du BABA. Par exemple, sur le tir au but, il y a 3 programmes. Un qui va vraiment parler des fondamentaux techniques, le tir, la balle, la prise d'appui, la prise d'élan, l'avant-frappe, la frappe, l'après-frappe, les cibles, vraiment toute la globalité technique. Ensuite, tu as la planification d'entraînement, si je puis dire, avec au-delà de comment on s'entraîne, comment je m'échauffe, comment je gère mes séances, il y aura aussi tout d'un côté comment je note chaque frappe, comment j'évalue chaque frappe, parce que ça, c'est encore un autre débat, on pourra en parler pendant des heures, mais juste dire ta frappe, elle passe ou elle passe pas, c'est pas suffisant. Parce que si elle passe 1 centimètre à l'intérieur du poteau, très bien, tu as réussi, 1 centimètre à l'extérieur, t'es nul, t'as raté, alors qu'en soi, c'est la même Mm. frappe. Ouais, Tu vois, donc il y a tout un système d'évaluation que j'explique, d'accord. avec aussi un tableur qui calcule toutes les statistiques par zone, par longueur, par endroit où la balle passe. Et du coup, ça sort des statistiques assez complètes qui te permettent d'évaluer ton travail. Parce qu'encore une fois, on est toujours sur ce principe de dire on ne travaille pas dans le vide, on travaille avec un objectif. Et je veux qu'à chaque bloc, chaque 3 semaines, je sache si j'ai progressé, oui ou non. Soit oui, très bien, je continue, soit non, on adapte, on change. Tu vois. Ça, c'est pour la partie vraiment théorique. Et D'accord. ensuite, par contre, une fois que tu as toute cette base théorique que tu as validée, là, on va pouvoir travailler dans le détail via un suivi, soit juste une consultation, comme on discute là par visio, on va plonger là-dedans dans ce skills, soit vraiment un suivi mensualisé avec un plan d'entraînement. Voilà, grosso modo, ce que je propose. Maintenant, je vends pas du rêve. Je suis pas là à dire, vas-y, achète mon programme, tu vas devenir le meilleur buteur de tous les temps. Non, soit tu veux des bases théoriques vraiment pour rentrer dans le détail là-dedans, très bien, vas-y. Et ensuite, si tu veux qu'on rentre dans le détail, on rentre dans le détail. Et là, on va travailler ensemble. On va tout faire en travaillant en collaboration pour essayer d'améliorer ton skill. Et oui, j'ai plutôt des bons résultats. Maintenant, voilà, on va travailler, on verra bien. Tu sais bien que c'est pas une science exacte. Si c'était aussi simple que de dire achète mon programme, tu vas devenir Wilkinson, bon, bah, il y aurait que des Wilkinson. Donc Ok. ouais, on Et, va travailler comme des chiens et on va essayer. Dis-moi. et est-ce que finalement, tu proposes cette base théorique enfin seulement cette base théorique, ou c'est forcément base théorique plus le suivi derrière? Comment tu agences tout ça? Non, pas forcément, parce que tu vois, il y a des joueurs qui butent en 3e division, qui sont, même s'ils n'ont jamais eu de base théorique, qui sont des autodidactes, qui s'en sortent très bien comme ça, et qui ont juste besoin sur un point précis sur lequel ils galèrent d'une consultation, d'un suivi, et bah voilà, très bien, on bosse là-dedans. Tu vois, par Ok. contre, ouais, clairement, un jeune joueur de 14, 15, 16 ans, là, qui veut apprendre à buter et qui veut devenir un super bon buteur, oui, franchement, fais-toi cette base théorique, bosse là-dessus sur 2, 3 mois, et on se reparlera après pour peaufiner les détails. Si il y a des rugbymen qui nous écoutent, puis je pense qu'il y en aura, n'hésitez surtout pas à vous poser les bonnes questions et pourquoi pas ouais, travailler avec toi sur ces aspects-là et qui vont te permettre tout simplement d'être plus performant. Tu es principalement consultant auprès de rugbyman en individuel, mais aussi auprès de clubs directement. D'un Hmm. point de vue économique et de gestion de carrière individuelle, je me demande si en fait l'avenir des clubs, tous sports confondus, hein, n'est pas celle d'avoir un staff restreint et de multiplier un peu les consultings et les entrées des staffs individuels avec peut-être plus de transparence
comme on peut le voir notamment en NBA. Comment vois-tu l'évolution de cette évolution très spécifique dans le rugby, dans un premier temps, et plus largement au niveau du sport? Alors pareil, terrain glissant. Moi, pour l'instant, tu vois, je fais du consulting que dans des clubs n'ont pas le staff technique. Donc je réponds à un manquement parce que les mecs, ils ont deux entraîneurs pour l'équipe senior, un qui s'occupe des arrières, un qui s'occupe des avants. Et les mecs n'ont juste pas le temps de s'occuper des buteurs ou d'aller passer 45 minutes sur le drop ou la pénale touche, tu vois. Donc à un moment donné, moi, j'arrive, je réponds à leurs problèmes. On va passer 3 jours en hyper intensif avec tous les mecs du club, que ce soit des seniors ou même des juniors. Enfin, voilà, et on va bosser ce point précis. Donc là, ça pose pas de problème. Tu vois, on est en transversal, c'est une demande du club, j'y réponds, voilà. Dans des staffs pro, c'est compliqué. J'ai connu ça dans des clubs pro où je faisais mes stages de kiné là et il y avait quelques joueurs qui allaient à l'extérieur faire leur suivi en prépa physique. C'était très mal vu, c'était très mal pensé, ça se faisait avec aucune transparence, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est Donc ça le problème, je pense aussi. là clairement, tu as une problématique. Ouais, ouais, c'est complexe, c'est complexe. J'ai pas envie ni de prendre le parti d'un côté ni de prendre le parti de l'autre parce que tu vois, pour avoir été à l'intérieur des clubs pro, dans des staffs, tu te rends compte que les mecs, ils font tout ce qu'ils peuvent. Les Ouais, mecs, ils clairement. sont, je sais rien, tu prends la partie kiné, ils sont trois kinés, ils ont 45 joueurs à s'occuper, Mais justement, ils doivent faire leur massage, ils doivent faire la récup, ils doivent faire les straps, ils doivent faire la ouais. charge. Donc les mecs, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, bon, ils peuvent pas se démultiplier et à un moment, les mecs vont chercher à l'extérieur. Mm. Donc, soit tu staffes et tu mets 10 kinés qui auront le temps de se pencher là-dessus et les mecs, du coup, n'auront pas le besoin d'aller chercher à l'extérieur. Quoique, c'est bien que les joueurs, maintenant, il suffit qu'ils voient un truc cool sur Instagram et ils ont envie de le tester et c'est parti. Donc, ouais, c'est très complexe. Nous, tu vois, dans le rugby, on n'est pas encore du tout au niveau de la NBA, on n'est même pas encore du tout au Bien niveau du sûr. foot, Ouais. où quand même en foot, ça commence à devenir de plus en plus Oui, classique plus de voir les répandu, mecs. oui. Mm, mm. La problématique, moi, elle est vraiment sur le mec qui vient de l'extérieur, qui devrait parce que pour l'instant, je trouve que les mecs qui sont à l'extérieur, ils arrivent, ils veulent absolument avoir du joueur, ils veulent absolument avoir de la star pour les afficher sur les réseaux, dire regardez, moi je travaille avec un tel, et on s'en fout du reste. Je rêve d'un mec, moi, quand un joueur pro l'appelle pour travailler avec lui, qui, la première chose, avant qu'il réponde à son joueur pro, appelle le staff médical de son club et dit voilà, on a peut-être une envie de travailler ensemble avec un tel, un tel, un tel. Est-ce que, déjà, vous, comment vous gérez la charge, comment vous faites, voilà. Est-ce que la possibilité que ça se passe, vous irez? Et puis, si ça se passe, comment on organise ça? Et finalement, d'être un peu moins égoïste à dire, voilà, parce que forcément, tu le veux, hein, tu le veux, ton joueur pro, mais de dire, voilà, si on bosse en bonne intelligence. Je pense que là, c'est le secret, mais Pour moi, en c'est fait, simple. la limite et le frein de tout ça, pour avoir, en fait, connaître les deux aspects, Mhm. moi, la seule limite, c'est l'ego. C'est l'ego d'un Oui, côté, au niveau du staff du club et du staff individuel. Pour bien moi, sûr. c'est la seule limite. Parce que, tu vois, je me questionne quand même pas mal là-dessus. Et je me dis, économiquement, au lieu d'avoir justement te dire, bah, je vais avoir 5, 6, 10 personnels autour de mes joueurs pour limiter ça, qui, bah, forcément, d'un point de vue économique, ça va demander forcément De gros d'augmenter moyens, ouais. les budgets. Et ben finalement, tu diminues ça, mais tu crées une transparence. C'est le juste milieu qui est dur à trouver. Parce qu'à ce moment-là, C'est le juste milieu imagine qui est dur à trouver. Ouais. s'il est dans un groupe de top 14, tu as 45 joueurs qui ont 45 prépas différents, 45 kinés différents. Tout ça pour s'accorder, pour que l'entraîneur ne soit pas perdu et que les mecs soient pas en surcharge ou en sous-charge. C'est dur, hein. Après c'est clair que d'un point de vue économique, tu te dis que les joueurs ils sont de plus en plus payés, autant qu'ils mettent des staffs à leur charge, exactement comme au tennis, Exact. qui gèrent un peu leur. Ouais, c'est le juste milieu et on n'y est pas encore, hein. Je pense, moi, qu'il y a une valeur ajoutée si les gens travaillent en bonne intelligence, que ce soit pour le joueur, que ce soit pour le mec à l'extérieur qui peut aller poser dans le détail et lui qui a peut-être le temps de passer 6 heures à réfléchir à l'entraînement, à la technique, à ce que je vais faire et en même temps à soulager peut-être les mecs à l'intérieur du truc pour justement que eux ils puissent se concentrer sur les mecs qui en ont besoin. Donc c'est sûr que dans l'idéal, si tout se passe bien, tu as quelque chose d'incroyable Mm. Mais si parce que tu tu travailles vois, en bonne je intelligence. m'interroge beaucoup notamment sur le suivi de carrière où bah, l'athlète, le joueur, il va changer de club tout au long de sa carrière, Mhm. plus ou Ouais. moins en fonction du joueur, mais c'est quand même des choses qu'on voit de plus en plus dans le sport moderne, par souci économique, etc. Tu vois, même entre un joueur qui est dans une académie et qui est amené après à partir, bah, en fait, son suivi médical, son suivi de performance,
il est parti, quoi. Tu vois, Ouais, limite, non, ils partent non, t'as sans ça. raison. Et moi, en fait, ça me questionne quand même beaucoup parce que bah, quand tu as eu des antécédents, etc., en fait, tu vas avoir des joueurs de 22, 25, 28 ans, ils savent pas. Ils savent Ouais, pas. ouais, Ils c'est vont clair juste que te dire, ah oui, dans bah, ce moi, cas-là, j'ai ouais, eu ouais. deux claquages, voilà, avec leurs mots, deux déchirures, voilà, oh, quelques entorses. D'accord, mais des entorses plus ou moins graves. Et puis, de toute façon, nous, avec nos compétences, on sait que déjà, une entorse, à quel point elle a été rééduquée, comment ça s'est passé. Enfin, tu vois, et je me dis, ben, déjà, pour un sportif amateur, ça peut être embêtant. Mais bon, forcément, il y a des limites à tout ça, bien évidemment. Pour un sportif professionnel, et d'autant plus quand on commence à avoir un certain budget, sans forcément rentrer sur des très, très gros budgets. Parfois, juste des joueurs qui gagnent, on va dire, des salaires à 5 chiffres ou des bons salaires à 4 chiffres, ça peut déjà être conséquent quand même quand on compare par rapport à la masse française et même dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Bah, c'est vrai qu'avec cette notion de transfert, assez souvent, finalement, le mec sera avec un suivi plus individualisé avec un staff extérieur Mm, mm. qu'avec son équipe, c'est clair, avec le En staff à tout l'intérieur cas, de ouais, l'équipe. mais j'ai conscience hein, que le sujet est glissant et puis chacun a un peu son point de vue. Mais je suis toujours assez intéressé par rapport à ça. Et puis, comme en plus de ça, tu as eu une expérience déjà, toi, en tant que sportif, quand même un bon niveau. Et puis, en plus de ça, tu es parti à l'étranger voir ce qui se faisait ailleurs. Et je trouve ça toujours intéressant de discuter avec les gens qui sont partis à l'étranger, qui ont souvent une ouverture d'esprit qui est quand même différente Ouais, de ce ouais. qu'on peut Non, mais retrouver. c'est juste que tu vois, ma limite, moi, elle serait que déjà que c'est dur de trouver un équilibre au sein d'un staff, Mm, avec des avis divergents, que ce soit du point de vue clairement. réhab, du point de vue prépa physique, du point de vue technique, que déjà là, de maintenir, et ça, c'était extraordinaire en Nouvelle-Zélande, il y avait une espèce de fusion à l'intérieur du staff qui faisait que c'était un rock solide et que personne ne pouvait s'immiscer, parce que tu sais bien que les joueurs, des fois, ils aiment bien aller là, voilà, dès qu'il y a un truc qui se passe pas bien, c'est la faute du kiné, la faute du prépa, la faute de l'entraîneur. Voilà, rien que réussir à trouver cette homogénéité, cette culture-là qui fait que le staff est plus fort que tout et que c'est ça qui permet à l'équipe de performer et d'être stable, tu vois. Si encore en plus, il y a des éléments extérieurs qui se rajoutent, qui ont chacun un avis, ouais, c'est clair. Il faudrait vraiment qu'il y ait des gens sans ego, qui ait aucune phrase, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui disent, ouais, bah, ça c'est la faute de ton kiné, ça c'est la faute de ton prépa, ça c'est Mm. la faute de ton mec à l'extérieur qui t'a fait faire n'importe quoi. C'est compliqué quand même. C'est très Exactement. compliqué. Mais tu vois, pour revenir sur le podcast qu'on a fait avec Erwan, justement, lui, il explique que maintenant, on voyait beaucoup de staff technique qui bougeait de club en club, avec vraiment pas juste une personne. Ouais, ouais. euh, Si l'entraîneur et, bouge, tout son staff bouge. exactement. Et notamment même des staffs médicaux qui bougent ensemble. Parce qu'au final, est-ce que un staff, peu importe, technique, médical, qui est véritablement solide et qui travaille bien ensemble, et pas de meilleure qualité que si on avait plein d'individualités, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver dans une équipe Complètement. de rugby, de foot, de basket, où si tu additionnes des individualités très très fortes, il n'y a pas forcément cette magie qu'il peut avoir. Complètement. Complètement. Cette synergie-là entre les Mm, professionnels, mm. cette pluridisciplinarité, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est bien sûr, c'est la clé. C'est la clé de la réussite. Et après, c'est clair que s'il y a une structure qui arrive à avoir, avec des éléments extérieurs, une réunion hebdomadaire ou même bi-hebdomadaire avec tous les gens extérieurs pour travailler d'un commun, voir la planif de l'entraînement par rapport au match et voir ce que eux, comment ils vont rajouter leur travail et leur dire, OK, tous les mecs extérieurs, vous qui êtes en prépa, vous pouvez intervenir là, là et là par rapport aux joueurs. Après, vous faites ce que vous voulez en vous disant quand même que nous, on veut travailler plutôt cette capacité et plutôt voilà. Ça serait incroyable. Écoute, Hugo, on va passer sur la dernière partie de ce podcast. J'aimerais que tu nous donnes ton meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif. Bosse beaucoup, bosse énormément, mais intelligemment. Perds pas de temps. J'ai perdu tellement de temps à faire mes tirs au but là pendant 8 heures par jour sans aucune amélioration. Et puis finalement, il y a un mec qui arrive et qui dit Attends, essaye juste de bosser ça, pense à ce point technique-là et boum, ça s'ouvre. Et quand tu sais que une carrière, ça s'ouvre ou non entre 16 et 20 piges, même plus tôt dans le foot, 14, 13. Voilà, t'as pas le temps. T'as pas le temps de perdre un an à travailler dans le vide jusqu'à ce qu'il y ait un truc. Donc bosse énormément, mais par contre, bosse intelligemment, bosse pas dans le vide. Et si t'as pas toutes les clés, va les chercher. C'est tout simplement le fait ouais, de t'entourer sans vouloir nous vendre. Mais je pense que effectivement, de travailler avec toi sur un consulting plus ou moins long, ça va être un investissement de la part d'un rugbyman.
Mais par contre, derrière, ça va lui permettre, comme tu dis, potentiellement d'avoir un déblocage, déjà de prendre beaucoup plus de plaisir dans son sport. Et puis après, s'il a des objectifs assez hauts, bah, peut-être de les atteindre beaucoup plus rapidement et de meilleure qualité, etc. Un sage conseil. Est-ce que tu aurais un livre, un podcast ou n'importe quelle ressource à nous conseiller? Un truc quand même qui m'a chamboulé pas mal, c'est le livre de Dave Alred, l'entraîneur historique de Johnny Wilkinson, qui a sorti un livre qui s'appelle Pressure Principle, qui est en anglais, désolé, mais qui parle beaucoup de prépa mentale et de comment gérer la pression et c'est quoi la pression. Et ça, c'est souvent un élément manquant qu'il y a chez les joueurs parce que la prépa mentale n'est pas encore très développée. Et si elle l'est, c'est souvent, attention, je ne veux pas me mettre les prépas mentales à dos, mais c'est très souvent quelque chose de pas concret, de pas sur le terrain. Voilà, lui, il ramène vraiment cette prépa mentale concrètement sur le terrain. Et moi, ça m'a changé pas mal ma vision des choses sur comment envisager des moments de stress, un penalty en phase finale de la Coupe du Monde. Enfin voilà, une pénalité de la gagne à la 80e. Je voyais encore, ça me fait penser, Didier Deschamps qui, après la défaite de la France en finale là, au penalty, qui dit de toute façon, on peut pas se préparer, de toute façon, on peut pas se préparer à un tir au but, rien remplace ça à l'entraînement, on peut jamais le faire. Et je Mhm. suis tellement pas d'accord avec lui. Autant, Mhm. bien sûr, que le contexte ne sera jamais le même, la pression ne sera jamais la même, Mhm. mais il y a plein d'éléments à mettre en place pour se préparer à ces chances uniques qu'on appelle, parce que c'est à chaque fois ce penalty, ce tir au but, c'est celui-là et pas un autre. Si tu le rates, tu n'as pas de deuxième chance. Et cette chance unique-là, elle peut se travailler d'une centaine de façons. Et voilà, c'est là où c'est Et un du livre qui coup, m'a vraiment intéressé. c'est un livre autobiographique sur l'entraîneur ou de l'entraîneur qui parle de Wilkinson? Il l'évoque, Ok. mais il est là juste pour. C'est pour ça que c'est adaptable pour tous les sports et même dans la vie en général. C'est juste un livre sur gérer la pression. Il parle souvent d'un exemple de jeter ton bout de papier dans une poubelle comme tu fais au bureau. Est-ce que ce jet de poubelle là, que tu mets tranquillement quand tu le mets, qu'il n'y a personne dans le bureau et que tu mets magnifiquement, est-ce que s'il y a les 400 personnes du bureau qui sont autour de toi et qui te crient dessus pour que tu le mettes, est-ce que tu le mets de la même façon? Est-ce que tu stresses pas un peu? Est-ce que tu n'as pas les gouttes? Voilà, ça marche pour tout dans la vie et c'est assez génial. J'adore cette métaphore. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Rugby, Johnny Wilkinson, parce que moi je suis un lutteur et c'est une espèce de dieu vivant, Mhm. comme si tu te disais Dylan au foot. Donc voilà, pour moi c'est lui. Et peut-être quand même, parce que toutes mes années de prépa physique où je me suis intéressé à fond, c'était Charles Poliquin qui moi, est ma base, ma référence pour beaucoup de choses. Et je pense que c'est un des ponts de la prépa physique moderne, du renforcement de la muscle. C'est lui qui a amené la musculation, le bodybuilding, tout ça, à l'athlète, au sportif. Et donc, ouais, j'aimerais bien. En plus, c'est un mec de caractère qui n'avait pas peur de dire ce qu'il voulait. Je passerais bien une journée avec lui pour voir comment il fonctionne. Il est décédé, malheureusement. Je ne sais pas si c'est un mythe, mais j'ai entendu que 1 heure de d'entretien avec lui, je crois que c'était 1 000 $. Ouais, bah, c'était comme ça, ouais. Ouais, 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 il s'en cachait pas. et Il s'en ouais, cachait pas. Et en même temps, le Gonze, il a emmené 100 personnes au JO mais avec des médailles. Il a amené des mecs en exactement. NFL. Il arrive. Et il avait une approche folle parce que déjà à l'époque, il y a 30 ans, holistique. C'est-à-dire que le mec allait pas juste faire de la muscu. Il allait te faire ta muscu, il allait te faire ton alimentation, ta nutrition. Il allait revoir la méthode dont tu te couches, dont tu dors. Il allait te dépecer de tous les points sur lesquels tu pouvais t'améliorer et améliorer dans chaque point et il en faisait des machines de guerre 2 mois après. Mm, mm. C'était incroyable, Ouais, incroyable. mais je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui sont en lien avec nos domaines seront bien évidemment d'accord avec toi. Et si ce n'est pas le cas, ben, je vous invite quand même à vous renseigner sur ce grand monsieur qui, ouais, comme tu dis, est malheureusement décédé. On a perdu aussi Louis Simons il y a peu de temps. Mais voilà, j'ai voulu parler de ça parce qu'au final, tu te rends compte que l'investissement qu'il fallait pour s'entretenir avec lui était tel qu'il y a sûrement une bonne raison. Pour ceux qui doutent parfois de mettre un peu la main à la poche, peut-être posez-vous les bonnes questions. Quel serait le meilleur moyen de te contacter si on veut aller un peu plus loin ou tout simplement travailler avec toi? Bon, Insta, je réponds à tous les messages. Et sinon, via mon site. On mettra bien évidemment tout ça en lien dans la description. Je vais te poser la dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais qui sont quand même des références dans la préparation physique. Moi, dans mon domaine, dans le rugby, tu as Fred Marcerou, qui est quand même On me l'a quelqu'un déjà demandé, ouais, 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 qui carrément. pèse, ancien prépa de l'UBB, qui a géré
la musculation pour eux sur les, je sais pas, 4, 5, 6 dernières années, ancien du rugby à 13, où il y a vraiment une culture de la préparation physique énorme, c'est intéressant. Et qui plus T'as est, pas... a aujourd'hui un système de coaching, une manière de coacher qui est assez, il me semble, novatrice. J'ai pu un peu Ouais, regarder ce qu'il faisait et puis écouter ce qu'il proposait. Je pense qu'il y a des choses à apprendre assez intéressantes. Ouais. Tu as, d'autres ouais, noms, pas forcément en prépa très axé physique, muscu. hein, qui est vraiment assez large, tant qu'il y a un lien de près ou de loin avec l'entraînement, la santé, la performance. Toi, pour ton podcast, il va falloir que tu ailles chercher de l'entraîneur maintenant. Carrément, si Il tu as va... un entraîneur dans le rugby à me conseiller, ce serait avec un grand plaisir. Ah bah là, tu prends tous les entraîneurs des deux premières divisions, hein, tu vas les Ah yeux ouais, fermés. mais après, mais si tu as, si t'as un bon contact, je serais avec grand plaisir de le contacter. Ça marche, je te donnerai ça. Je te laisse le mot de la fin. Écoutez ce podcast, écoutez les autres, parce que ce que tu fais, c'est intéressant. Et puis travailler beaucoup, travailler énormément. Tout le monde parle d'être en burn-out, d'être en surcharge. Voilà. Il y en a très peu qui le sont. Donc Mhm. d'abord, bosser énormément si vous voulez réussir, et ensuite, travailler intelligemment. Merci beaucoup, Hugo, de ta participation et d'avoir échangé avec moi dans ce domaine que finalement je connais assez peu. On a bien compris comment on peut upgrader nos compétences en tant que rugbyman. Si ça t'a plu et si tu es toujours avec nous, c'est que ça doit être le cas. Je vais te demander de nous donner un petit coup de pouce en partageant cet épisode à ton entourage passionné de rugby ou sur les réseaux, en n'oubliant pas de nous mentionner. On se fera un plaisir d'échanger avec toi. Tous nos réseaux sont en lien dans la description. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!